Bien, chers amis, c'est un grand plaisir pour toute l'équipe du Forum in Cyber, le FIC, de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit déjeuner sur le cyberhacking qui, je l'espère, va répondre à toutes vos interrogations. Et nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici, dans cet amphi du campus cyber, mais beaucoup d'entre vous sont en distance avec nous et je voudrais, avec tous les amis ici, vous saluer et vous souhaiter donc une bonne vision de la séquence d'aujourd'hui. Alors, c'est une séquence un peu particulière aussi parce que tout à l'heure, je remettrai à Caroline Fayet un prix du livre cyber FIC, celui qui a été attribué au mois de avril dernier, pardon, mais que nous n'avons pas pu lui remettre faute d'agenda. Et donc, c'est aujourd'hui que je vais lui remettre ce trophée au nom de toute l'équipe. Vous savez que ce prix du livre cyber récompense chaque année un ou plusieurs ouvrages concernant la cybersécurité ou l'impact du cyber sur la métamorphose numérique de la société. Et d'ailleurs, petite page de publicité, vous pouvez toujours solliciter les personnes que vous connaissez, puisque jusqu'au 31 décembre 2023, on peut candidater. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'ouvrage soit publié avant le 31 décembre 2023 pour figurer parmi les prix du FIC 2024 qui seront remis en même temps que les trophées Cyberleader pendant la soirée de gala du FIC au mois de mars prochain. Alors maintenant, nous allons passer non pas aux choses sérieuses, l'air de dire que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ne l'était pas, mais avec une table ronde animée par Charles, que je remercie, avec ces intervenants qu'il va vous présenter, sur le cyberhacking, la mesure de la cybersécurité. Si on prend la définition de l'ANSSI, la cybersécurité, c'est un état, comme la santé. Je suis en bonne santé, et j'améliore ma santé parce que je prends des dispositions, ou je la dégrade parce que je fais n'importe quoi. Et donc, la question qui se pose, c'est comment transposer dans le cyber la mesure de la santé. On prend sa température, on prend son pouls, on prend sa tension, et on fait confiance dans les éléments, les indicateurs de mesure. Et en général, tout le monde parle le même langage. Et est-ce que pour la cybersécurité, on peut avoir aussi des outils de mesure permettant de dire que j'améliore ou je n'améliore pas, ou alors je suis dans une situation qui ne me permet pas, par exemple, d'être assuré parce que mon assureur considère que, eh bien, je ne réponds pas à tous les critères d'assurabilité. C'est une vraie question et ça me ramène à 1994, on va dire à l'époque, cyberhacking, on n'y pensait pas, au rapport Martre où finalement on évoquait la capacité qu'avaient certains organismes, normatifs notamment, de pénétrer dans des entreprises et d'apprendre finalement tout le secret des affaires de l'entreprise, avec évidemment tous les risques que ça impliquait, notamment lorsque ces organismes étaient essentiellement anglo-saxons. 1994, rapport Martre sur l'intelligence économique. Voilà, donc je pense que toutes ces questions-là vont trouver leur réponse ce matin avec nos amis que je salue, que je remercie au nom de toute l'équipe. Et Charles, dès à présent, c'est vous qui avez la parole. Merci mon général pour cette introduction. Donc on est là pour parler cyber rating. Donc c'est ce marché qui traite notamment de la notation amenant à évaluer la maturité cyber des entreprises. On va répondre à beaucoup des questions que vous avez commencé à esquisser mon général. Je ne sais pas si on traitera du rapport Martre, mais on va traiter de beaucoup de choses. Donc c'est un sujet éminemment d'actualité, notamment puisque le CESIN fait part cet été dans le cadre d'un position paper de ses inquiétudes concernant le développement de ce marché. On va parler des forces en présence, un petit peu de l'histoire de ce marché, de ses forces, de ses faiblesses, avec un panel très varié pour en discuter. Donc si je commence tout à ma gauche, donc on a Larry qui travaille au sein du courtier Marche, qui s'occupe notamment du développement des activités cyber. On a à ses côtés Luc Declercq qui travaille chez Board of Cyber, donc entreprise membre d'Exatrust et qui développe notamment l'outil Security Rating, qui est une solution française dont on pourra parler. À ses côtés, Thibaut du cabinet de conseil Inquest qui aborde notamment des sujets en lien avec la gestion des risques, et Thibaut donc qui est directeur
Thibaut Carré, directeur cybersécurité chez Inquest. On a également Adrien Petit, donc Adrien qui est CIO et cofondateur de l'entreprise Uncovery, qui traite notamment de l'analyse de la gestion de la surface d'attaque. On verra dans quelle mesure c'est complémentaire ou pas des enjeux de notation. Et on a également Frank Van Caneghem, qui est le CISO EMEA de Schneider et qui travaille beaucoup sur ces questions OC1 et occlusives, qui va arriver d'un instant à l'autre. Il est bloqué dans les transports, mais il est sur le point d'arriver. Donc peut-être une première question un petit peu pour ouvrir la perspective, ouvrir les débats. Donc on va beaucoup parler ce matin de risques cyber, mais concrètement, je pense que ça sera intéressant pour l'auditoire de savoir de quoi il s'agit, si on est capable un petit peu de quantifier ce risque cyber, de le qualifier et éventuellement d'aborder des indicateurs concernant la sinistralité. Alors, bonjour à tous. Donc, Larry Leitonen, effectivement, Marche, courtier en assurance. Nous, en fait, on utilise ces outils plutôt parce qu'on a été un peu forcé par le marché de l'assurance cyber qui, depuis plusieurs années, cherche à justement identifier parmi les sociétés, parmi les groupes du plus petit au plus grand, lequel est un bon risque et lequel est un moins bon risque. Et donc il faut en fait, les assureurs cherchaient à trouver des grilles d'analyse. Et parmi ces grilles d'analyse finalement qu'ils ont trouvées, ça a été l'usage de ces outils de cyber-rating. Donc nous, en réaction, on a utilisé ça. Et c'est vrai, il y a du pour, il y a du contre, mais c'est vrai qu'il y a un côté très en anglais convenient, confortable à appuyer sur un bouton et d'avoir une note sur une société, oui. Est-ce que quelqu'un veut compléter là-dessus? Alors je pense que Thibaut. Bonjour à tous. Nous, en fait, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que le marché de l'assurance étant attaché aussi à cette évaluation des risques assez rapide, on utilise aussi ces outils pour nos clients, donc pour des entreprises qui veulent avoir une idée de là où ils se trouvent finalement dans cette notation, parce que en fait, leur objectif, si par exemple ils sont à la recherche d'une assurance cyber, c'est d'améliorer cette note. Donc l'idée, c'est de rapidement aller vers un niveau de maturité plus important. Donc ils vont prendre ces outils de notation, ils vont regarder où ils en sont, ils vont faire leur gap et ils vont viser une note plus haute pour pouvoir avoir un contrat d'assurance. Merci pour ces premiers éléments. Et maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant d'aborder un petit peu davantage l'histoire, la dynamique de ce marché depuis une dizaine d'années. Donc, on a bien compris que c'est un outil important pour les courtiers, les assureurs. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à cet état de fait actuel avec deux acteurs américains qui dominent plus de 90% du marché. Alors, toujours en tant qu'utilisateur, en tout cas témoin de l'évolution du marché de l'assurance cyber et comment on peut utiliser les outils pour analyser un risque. Nous, on a clairement vu, ça fait plus de 7 ans que je travaille chez Marche sur ce risque-là, on a vraiment vu une explosion de l'usage de ces outils par les assureurs il y a 5 ans, je dirais, 4-5 ans environ. Après, là, j'ai juste présenté une situation. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, hein. Il y a plein de problèmes, ça pose plein de problèmes, cette grille d'analyse-là. Mais en tout cas, oui, en fait, historiquement, moi, je verrais qu'il y a vraiment un point de bascule entre il y a 4-5 ans. Et clairement, il y en a deux qui dominent, c'est BitSight et Security Scorecard, mais c'est pas les seuls. Typiquement, il y a d'autres assureurs. Alors, je sais pas ce que je peux les citer, mais d'accord. Donc Beazley, par exemple, vont utiliser un outil qui s'appelle Kind. Donc en fait, il y a les deux prédominants, BitSight et Security Scorecard, mais en fait, il y en a d'autres outils de notation qui peuvent être utilisés par plusieurs assureurs. Après, ça peut être aussi relié au fait que l'assurance cyber aux États-Unis a, je ne sais pas combien d'années on estime d'avance, mais au moins entre 5 et 10 ans d'avance sur le marché français, si on parle uniquement assurance. Donc forcément, ces acteurs, c'était peut-être pas leur cible première, mais ça s'est accéléré aux États-Unis parce que aux États-Unis, ils ont de l'avance par rapport à la France. Donc de toute façon, aujourd'hui, ils ne pouvaient pas en être autrement sur ces outils-là.
Oui, alors c'est juste pour apporter, alors bonjour à toutes et à tous, c'est pour apporter un point de vue plutôt côté équipe opérationnelle de cybersécurité. Finalement, quand on parle de surface d'exposition, c'est quelque chose qu'on a toujours souhaité couvrir. Alors maintenant, c'est de plus en plus important, mais finalement, c'est essentiel d'avoir de la visibilité pour une équipe sur ce qui est exposé sur Internet. Et donc, ça revient quelque part quand on est opérationnel à effectuer toutes les petites phases, toutes les petites actions pendant la phase de reconnaissance d'un profil offensif. Ça peut être dans le cadre de pentest ou de red team. Et pour faire ça, il y a énormément d'outils qui sont disponibles en open source sur étagère, mais il peut y avoir une difficulté finalement. Il faut un certain niveau d'expertise et puis surtout, il y a une complexité pour industrialiser tout ça dans le temps et ça demande aussi beaucoup de temps pour le mettre en place et c'est chronophage. Et finalement, quand on revient quelques années en arrière, il y a 4-5 ans aussi, côté industriel ou équipe de cybersécurité, il y avait ce besoin-là. Mais on n'avait pas forcément, suivant les sociétés, le temps, la bande passante, les gens en interne pour le faire. Donc, il fallait couvrir ce besoin. Et assez naturellement, donc, il y a des solutions qui ont été utilisées, donc de rating, mais aussi de scanners de vulnérabilité pour justement combler ce besoin. Donc, ça a permis de répondre pendant un certain temps à ces besoins, aux problématiques rencontrées. Mais voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a peut-être des approches complémentaires à avoir d'un point de vue plus opérationnel. Et je pense qu'ils ont créé une hégémonie aussi là-dessus parce que premier arrivé, premier servi, quelque part, ils ont fait figure d'exemple. Et après, alors tu les citais aussi, hein, c'est les mêmes acteurs américains. Je pense qu'ils sont très forts pour créer aussi de l'adhérence auprès des utilisateurs. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a de réelles limites et qu'il faut approcher le problème différemment. Merci à Adrien pour ce complément. Donc, bonjour Franck, ravi de vous accueillir. Donc, je vous avais introduit tout à l'heure brièvement en disant que vous avez notamment beaucoup travaillé sur ces questions pour le CES1, puisque vous êtes administrateur du CES1. Vous avez contribué au position paper qui a été publié par le CES1 cet été. Vous travaillez aussi sur le sujet pour l'occlusif. Donc, vous pourrez nous en parler plus longuement. Donc, quelques points qui viennent d'être abordés. Donc, on disait que le marché avait connu un essor important il y a 4-5 ans, que très clairement le marché américain avait une longueur d'avance par rapport au marché français sur ces enjeux de cyber-rating. Et aussi, on évoquait le fait que c'est des outils extrêmement importants, extrêmement utilisés pour les assureurs. Mais sur les assureurs, justement, vu qu'ils sont pas là, on peut se lâcher. Est-ce que il y en a pas parmi vous qui considèrent que les assureurs peuvent se baser peut-être de manière excessive sur ces outils? Et je pense notamment à certains segments de marché comme celui des TPE ou des PME. Faut juste faire un step back parce qu'en fait, un assureur va pas baser sa décision uniquement sur du rating. Le rating, c'est juste une première étape pour évaluer un niveau de risque et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, pourquoi c'est utilisé? C'est pas utilisé seulement par les assureurs, c'est utilisé par des banquiers qui ont fait de l'octroi de financement. Quand on est ciseau d'un grand groupe, Franck pourra en parler, quand on a des milliers de fournisseurs, d'avoir une première évaluation du risque, ça fonctionne très bien. Mais un assureur, il n'y a aucun assureur qui prend une décision juste sur un rating. C'est un premier niveau. Si votre surface d'attaque est complètement trouée, que vous ne patchez pas, que votre messagerie n'est pas bien configurée, évidemment, d'un point de vue assureur, il est là pour prendre des risques. Il va dire que c'est trop risqué, il va pas le faire. Mais vous aurez toujours un petit questionnaire en plus, vous aurez toujours des demandes supplémentaires. Il faut juste faire attention. C'est juste un moyen extrêmement efficient pour évaluer en continu un niveau de risque qui est basé sur la surface d'attaque et donc qui n'est pas complet, mais qui est quelque chose d'extrêmement efficient et qui est en continu. Il y a beaucoup de choses. On parlait de pentest, tu parlais de pentest et d'autres choses. Il y a peu de sociétés qui font du pentest en continu, même s'ils commencent à avoir des solutions. On ne fait pas des outils tous les jours de toutes ces sociétés et donc c'est très complémentaire d'autres outils qui existent. Est-ce que quelqu'un veut compléter ? Oui, pour aller dans le même sens que Luc, les sociétés qui gèrent leurs filiales, et moi je les avais gérées dans le cadre de CNP, et on fait de même chez Schneider Electric, on monitore en continu. Et c'est ça toute la grosse différence par rapport à d'autres solutions, comme les questionnaires, comme un certain nombre, je dirais, d'assessments. Tous les mois, quelles que soient les solutions, on a une estimation. Et la problématique que tu soulevais par rapport au TPE, il est très facile pour une TPE d'avoir une très bonne note, parce qu'il y a très peu d'exposition. Donc régler le problème sur 5, 10, 15, 20 IP, c'est pas un problème. Sur un grand groupe où il y a plusieurs dizaines de milliers d'IP, avoir une bonne note et la garder en continu, c'est exceptionnel.
Et on fait la même chose sur les sociétés avec lesquelles on fait soit des partenariats, soit qui nous gèrent, et surtout avec les nouveaux produits comme les nouvelles réglementations comme le Cyber Resilience Act ou avec NIST. On va être obligé de suivre en continu pour voir si la société avec laquelle on fait du business a une hygiène en continu qui est correctement gérée. Et c'est toute la différence avec les autres solutions, c'est en continu. C'est ça le gros truc, ça nous permet de rentrer en discussion avec le tiers, de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, c'est des problèmes assez régulièrement de Wi-Fi guest, hein, un utilisateur qui passe dans les locaux, qui se connecte et qui, par un virus, fait chuter la note sauvagement. On a une discussion, on voit la qualité de réponse de la contrepartie et on comprend si c'est, je dirais entre guillemets, une faute à pas de chance, ou si c'est des gens qui ne savent pas gérer leur système et qui ont décroché. Merci beaucoup pour ce complément et surtout d'avoir insisté sur le fait que un des atouts, c'était que cette notation est en continu. Mais j'aimerais quand même parler un petit peu des limites potentielles de la notation, dans quelle mesure cette note, disons, est fiable, dans quelle mesure y a-t-il une corrélation entre cette notation et le risque effectif de faille, d'attaque. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas si vous voulez compléter là-dessus. Je peux commencer. Au niveau, je dirais, de la qualité de notation, c'est un des travaux, un des travaux qu'on mène, entre autres avec Luc Occlusif, c'est une notion de charte éthique. Quand on voit tous les outils, la plupart du temps, donnent des notes sans informer la contrepartie qu'elle est notée. Alors, globalement, toutes les solutions permettent d'avoir accès à son rapport. C'est pas pour autant que toutes les solutions nous donnent une réactivité forte pour enlever des IP qui ne seraient pas à nous. Donc, on va avoir des sociétés qui vont avoir une note. Ces notes-là, on ne sait pas si c'est sur une couverture qui a été confirmée par le noté, ou si c'est par une structure qui ne souhaite pas, par idéologie, par temps, de gérer, entre guillemets, cet outil-là. Donc, on ne sait pas si on se compare avec quelqu'un qui a tout fait pour avoir une bonne couverture qui est exhaustive, parce que la société qui fait du cyberhacking peut oublier des IP, tout en intégrant qui ne sont pas à la société. Et donc, la couverture est déjà un gros problème. C'est souvent ce qui pose un problème dans pas mal de sociétés, de se dire, on me note en incluant des structures qui ne m'appartiennent pas. Et d'autre part, on ne sait pas si la société a passé du temps pour nettoyer. Donc, on compare, entre guillemets, des gens qui vont beaucoup s'investir. La précédente société, ma société actuelle, on est vraiment, je dirais, on a une grosse équipe qui gère en continu parce qu'on estime que ça fait partie de notre posture et qu'on est arrivé à un certain degré de maturité. Mais d'autres ne s'intéressent pas du tout au sujet. C'est pas pour autant qu'ils vont être globalement, je dirais, plus sensibles à des attaques parce que ça va pas gérer des attaques de phishing, ça va pas gérer un certain nombre de choses ou des personnes qui ont des comportements déviants dans des systèmes d'importance vitale interne. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est géré et c'est pour ça que dans la charte avec Luc Occlusif, on souhaite que les sociétés de rating puissent signaler que la note a été travaillée par la contrepartie. Donc, je reconnais que cette note représente ma posture extérieure. Après, on pourra discuter de la qualité de l'algorithme ou de la pondération des découvertes, mais au moins le périmètre sera le bon et on aura, entre guillemets, exprimé le fait qu'on a travaillé dessus. Merci. Est-ce que Luc ou quelqu'un d'autre veut compléter, notamment sur la couverture? Oui, en fait, justement, nous, ça a été un vrai sujet lorsque, il y a 4-5 ans, ces outils sont venus sur le marché. Alors, c'est pour apporter un peu de contradiction et de débat, mais par rapport à ce que Luc disait, moi, je constate que certains assureurs, en première approche, si la note est vraiment trop mauvaise, ils ferment le dossier et ils envoient même pas le questionnaire. C'est-à-dire que du coup, ça force les sociétés à prendre en considération ces outils de notation. Et c'est pour ça en fait que nous, Marche, en avance de phase, on s'est rapproché de ces sociétés, on utilise ces outils de scoring et on va voir nos clients avant d'aller sur le marché et de leur dire attention, si on va sur le marché, si on va devant les assureurs verront telle note. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette note? Et donc du coup, l'idée était de débunker un peu les résultats ou confirmer les résultats que l'on pourrait trouver. Donc ça, c'est une première chose. Mais je suis d'accord, en fait, il faut prendre ces outils pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est une vision externe avec une certaine
manière de regarder certains indicateurs, et ça ne veut en rien dire si la société a une bonne gestion du risque cyber en interne. Typiquement, une petite société qui a peu d'exposition va avoir une très bonne note, mais alors en termes de sensibilisation, c'est 0, l'Active Directory 0, enfin, il y a plein de choses comme ça où les sauvegardes, c'est 0. Donc du coup, avoir une bonne note sur ce type d'outils quand on est petit, ça peut être très facile. Avoir une bonne note quand on est un grand groupe, bah, c'est très compliqué. Et pourtant, quand on est un grand groupe, très certainement que la sensibilisation, la gestion des sauvegardes, etc., c'est clé. Et en fait, du coup, il faut vraiment prendre ces outils pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un premier indicateur. Malgré tout, ça a l'avantage de mettre tout le monde au même diapason. Donc, c'est vrai que quand on regarde toutes les sociétés avec la même grille d'analyse, oui, effectivement, on va trouver des différences, et donc ça peut être un premier indicateur, en tout cas. Je suis complètement aligné avec ce que tu dis. Et il y a un sujet qui est important, c'est nous on a fait de la corrélation. Donc on regarde que la surface d'attaque. On rappelle juste, c'est ce que regardent les attaquants aussi. Ils regardent la surface d'attaque. Et donc un attaquant, quand il va regarder 10 entreprises, s'il peut choisir une entreprise, il va prendre celle où la surface d'attaque est la plus faible. C'est aussi simple que ça. Donc nous on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui sont au CERT France. On a fait un truc très simple. On a pris les entreprises qui avaient été poutrées, enfin celles qui a subi une attaque sur laquelle l'attaque a été un succès. Et on a fait la corrélation avec la notation. Donc ça, c'est simple là-dessus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on si on a une note basique, donc nous on note de 0 à 1000, 0 à 500 on est basique, et plus de 750 on a avancé. Alors on va le faire positivement. Si on a une note avancée, donc plus de 750 points, notre probabilité de subir une attaque, l'attaque soit un succès, est 5 fois moindre par rapport à une note basique. Et c'est assez simple là-dessus. Après, là où tu as complètement raison, on voit que la surface d'attaque. Donc en général, quand c'est pas beau de l'extérieur, c'est 89% pas beau à l'intérieur, donc il y a une corrélation. Après, comme tu dis, ça peut être pas beau à l'extérieur, enfin ça peut être beau à l'extérieur et complètement pourri à l'intérieur. Et donc ça, on peut pas le savoir. Et ça veut dire que nous, on voit pas s'il y a du backup, on voit pas s'il y a de l'authentification forte, il y a plein de sujets qui sont comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait aussi une notation interne en plus en complément. C'est pour ça aussi qu'on a des questionnaires qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin. Mais d'une façon massifiée, si tout d'un coup, je dois voir 5000 fournisseurs, plutôt que d'envoyer un fichier Excel qui est du déclaratif que personne va regarder en disant tu viens de recevoir le bon de commande, ça serait bien que tu me dises si tu es bien en sécurité, et donc tout le monde a compris qu'il faut mettre oui et qu'on soit vert, et il renvoie, il a la commande. Bah, on pense que faire un rating est un peu plus factuel et un peu plus chiffré, et ça évalue le risque. Et après, on peut faire du séquentiel derrière, c'est-à-dire si t'es pas bon, je vais voir un peu plus loin. Et donc, juste pour l'assureur, en général, quand la PME ou autre n'y arrive pas, elle va demander comme d'avoir en général accès au rapport. On peut faire quand même du contradictoire. Nous, on travaille beaucoup de courtiers qui font du contradictoire là-dessus, qui utilisent notre solution. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et à la fin, si on peut aider toutes les PME, toutes les entreprises, toutes les organisations à progresser et améliorer sur leur posture de surface d'attaque, ça sera déjà un énorme plus. Après, on fera en complément. Il faut travailler sur la résilience, évidemment. Si je peux juste compléter sur un point, il y a un biais au fonctionnement tel que Larry et Luc viennent de le dire, c'est aussi le fait qu'une petite entreprise qui a la possibilité d'améliorer sa note avec quelques actions va facialement habiller un peu la mariée, et au moment d'aller chercher, de faire un appel sur le marché, dire bah voilà j'ai une bonne note, sauf qu'en fait comme la gestion cyber n'est pas bonne, bah finalement les patchs auront été mis, etc. Au moment de faire l'évaluation, la note sera un peu meilleure, mais qu'en fait, au fil du temps, la note va redescendre parce que finalement, la gestion n'est pas en continu. C'est-à-dire que la cyber, on sait que c'est aussi une gestion continue. C'est pas juste à un moment où on doit améliorer cette note. C'est un peu parfois le biais que nous, on peut voir. C'est de se dire, j'utilise l'outil, je regarde ma note, ok, je suis... en fonction des outils, je vais pas viser l'un ou l'autre, mais peu importe, j'ai une note, je suis dans le rouge, je passe dans le jaune, mais en fait, quelques semaines après, je repasse dans le rouge. Ça, c'est parfois des biais qu'on peut constater plutôt sur des petites structures. J'aimerais intervenir. Excusez-moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. C'est pour ça que je me permets d'interrompre. J'ai découvert le cyber-rating avec Larry il y a bien longtemps, et j'aimais pas à l'époque parce que c'était nouveau, ça me dérangeait, on échangeait beaucoup, et avec le temps j'ai changé d'avis. L'idée d'avoir des sociétés qui font ça, pour moi c'est complètement inutile, parce que rien que dans l'exercice qu'on faisait avec Larry, déjà premièrement Larry regardait sur l'année, et les cyberassureurs aussi. Alors s'amuser à nettoyer la veille au soir, ça n'a aucune chance, parce que si on regarde, on monitore uniquement la note instantanée, c'est qu'on est vraiment naïf.
Et en général, il faut toujours regarder sur un an. Et moi, les sociétés qui ont des très belles notes, je regarde si elles l'ont tenu pendant un an sans décrocher quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a une grosse équipe derrière qui moniteur, qui a des scans permanents pour anticiper les sociétés de cyber-rating, parce qu'elles sont souvent avec un mois. Donc, il faut travailler à la semaine pour pouvoir, entre guillemets, enquiller les décrochages. Et c'est là où, entre guillemets, c'est très, très dur de camoufler. Ça a peut-être duré pendant quelques années au tout début, mais maintenant, je dirais, tout le monde surveille sur au minimum un mois, voire un an, pour se dire, en face, il y a une équipe qui a une hygiène sereine. Et la petite qui fait ça, bon, bah, déjà, ça veut dire qu'elle a une capacité à faire des progrès. Maintenant, il faut qu'elle entretienne ce style-là sur le long terme. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des moyens. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Sinon, peut-être Adrien, on peut évoquer, vu qu'on a commencé à parler un petit peu de surface d'attaque, aussi esquisser le sujet tout à l'heure. Dans quelle mesure une solution comme la tienne va challenger cette notation cyber? Parce qu'on a bien compris un point important qui a été évoqué tout à l'heure par Larry notamment, c'est que c'était un outil, il ne fallait pas lui faire dire ce qu'il n'est pas censé dire. Et donc, dans quelle mesure certains de vos services peuvent être complémentaires? Alors, on peut challenger, mais on va surtout compléter en fait les approches qu'ils peuvent avoir. Nous, on a un outil qui s'appelle un EASM, External Attack Surface Management. C'est Gartner qui a poussé l'acronyme il y a maintenant 2-3 ans. C'est quelque chose de très opérationnel qui a pour vocation à être déployé sur son propre périmètre. Et un EASM, pour n'importe quel éditeur, a toujours 3 principales capacités. La première, c'est une phase de découverte et de surveillance qui se traduit en fait, l'objectif c'est d'avoir une cartographie qui est précise, à jour et sans faux positifs. Élément qui est indispensable finalement pour avoir derrière une évaluation qui puisse être fiable. Ça veut dire que le périmètre est vérifié, on se retrouve pas avec par exemple des noms de domaine qui sont finalement issus de typo squatting ou autre. On veut être précis, exhaustif. On va faire notamment les 65 000 ports pour avoir vraiment une vision la plus précise possible et il faut être à jour. Il ne faut pas que les données soient obsolètes d'il y a 2-3 semaines parce que les systèmes d'information aujourd'hui bougent beaucoup. Des mises en production, changements sur une application, ça peut arriver toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ça dépend des sprints. Donc l'idée c'est d'avoir un inventaire précis, à jour, c'est la première capacité. La deuxième, c'est OK, très bien. Donc, nous, on le voit la plupart du temps, on apporte plus de visibilité sur les actifs qui sont connus au sein des équipes de sécurité. Mais si on apporte plus de visibilité, on va vous répondre OK, mais tu m'apportes plus de travail. Moi, mon job, c'est de minimiser mon risque par rapport aux cyberattaques. Aide-moi là-dessus à prioriser mes actions. Et donc, la deuxième phase, c'est vraiment une phase d'évaluation et de priorisation des actions. Donc là-dessus, il y a une phase d'analyse qui peut être passive, qui peut être active sur l'ensemble des assets qui sont monitorés, et on associe un plan d'action, de remédiation par rapport à ça. Alors le but, c'est clairement pas d'inonder les utilisateurs avec plein d'informations, plein d'alertes. Il faut aller à l'essentiel. Et là-dessus, sur tout ce qui est analyse passive, ce sera surtout de l'hygiène de sécurité. Est-ce que j'ai des accès distants? Est-ce que j'ai des services de partage de fichiers, etc. Et puis quand on parle de vulnérabilité, ça se concentre surtout sur les vulnérabilités du moment qui sont utilisées par les attaquants. Des choses, de type CVE qui datent d'il y a plusieurs années. Pour nous, ça n'a pas d'intérêt. On est dans l'instant présent, donc il y a une sorte, on mêle de la threat intelligence, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est tout ce qui est évaluation et priorisation. Et la troisième, il faut disséminer l'information. Donc c'est très bien d'avoir une plateforme, une API, mais aujourd'hui, les équipes opérationnelles, elles ont pléthore d'outils. Elles les empilent, et il faut orchestrer tout ça. Et donc c'est très important d'avoir finalement des connecteurs vers la boîte à outils traditionnelle de ces équipes. Donc je dirais qu'un ESM apporte des données qui sont fiables, des insights tactiques, et puis ces solutions de writing vont avoir une perspective plus stratégique, plus globale. Donc finalement, en combinant les deux, on a quelque chose de beaucoup plus holistique. Et aujourd'hui, on a des clients, des RSSI qui viennent nous voir, qui nous disent, moi j'ai mes solutions de rating, j'ai un cas d'usage précis, j'y réponds, mais j'ai besoin d'apporter plus d'informations fiables au travers de l'ASM. Donc je pense qu'il y a vraiment une synergie qu'il peut y avoir entre ces deux approches, comme je disais, pour avoir une couverture holistique et globale de la gestion de son risque. Merci Adrien pour ces éléments. Maintenant, j'ai une question en priorité pour Luc. Donc, on a bien compris qu'il y avait un état de fait sur ce marché avec 2 mastodontes américains qui dominent le marché. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un acteur, disons, d'obédience européenne
international qui puisse rivaliser avec ces deux acteurs? Comment est-ce que concrètement, Luc, on fait pour avoir 1, 2 ou 3 Board of Cyber internationaux? Ah, ça sera déjà bien. Non, non, mais en fait, nous, on a eu la chance d'être construit un peu après. Donc, on est issu d'une société de conseil en cybersécurité. On a fait un spin-off il y a un peu plus de 2 ans. Donc, la société allemande. Donc, on a la chance d'avoir des experts en cybersécurité qui nous ont aidés, des équipes de SOC, des équipes de CERT, des équipes de GRC, etc. et de Pentest. Nous, on a essayé de prendre, on a regardé BitSight Security Scorecard, et puis il y en a d'autres, il y a Black Kite, il y a Karen, il y a Panorama, il y en a plein. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir un algorithme de notation, quelque chose d'assez simple, qui soit compréhensible par des non-experts en cyber. Et ça, c'est important. C'est pour ça que ça marche bien aussi. Si je suis un fonds de private equity, je suis une équipe d'invest, j'ai mis quelques millions dans des entreprises. Ce qui m'intéresse, c'est savoir la posture cyber. J'ai pas besoin d'être un expert en cybersécurité. Je veux comprendre plutôt comment ça se passe, au niveau du benchmark, comment il se situe. Et donc, on a décidé, nous, de faire des choses qui soient l'envers de ce que faisait BitSight Security Scorecard. On est une solution de notation où nos clients, ils ont accès à leur cartographie et ils peuvent la modifier. Et ça, c'est un point important. On peut se tromper. On parlait du Wi-Fi guest. C'est pas facile sur un Wi-Fi guest vu de l'extérieur. On n'a aucune idée si le LAN est séparé ou pas. On voit juste une adresse IP. Donc, c'est très compliqué de savoir. Donc, qu'on ait la main, parce qu'en fait, dans les cas d'usage, c'est pas très intéressant. Je regarde mes fournisseurs, je donne la main aux fournisseurs. On a fait quelque chose qui soit lisible par des non-experts. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une solution type BitSight. Si vous n'êtes pas un expert en cybersécurité, vous allez avoir du mal à comprendre le rapport. Et le patron de la PME, il va ouvrir ça, il va refermer directement, ça va pas l'aider. Ou le banquier, il va regarder ça, il va fermer pareil. Donc, il faut avoir un premier niveau qui soit très simple. On a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est que on a quelque chose de beaucoup plus instantané. On a une solution où finalement, je corrige un défaut et on fait du nudging. Dès le lendemain, sinon on fait tourner tous les jours la notation. Dès le lendemain, j'ai ma récompense. On a des clients qui ont dit « Ah, moi, j'ai une solution de tel éditeur américain. J'ai pris ta solution parce que moi, avec toi, je sais déjà, on découvre beaucoup plus d'assets que nos concurrents, mais je corrige et le lendemain, je sais si ça marche et quelques mois après, je sais chez l'éditeur américain si ce changement était accepté derrière. Donc, on a essayé de faire des choses très simples, très pragmatiques. On est allé plus loin aussi, c'est qu'on l'a fait en 5 langues. Si je suis un grand groupe et que ma filiale est italienne ou mon partenaire est italien, voir le rapport, toutes les explications en italien, c'est quand même beaucoup plus simple pour que la personne puisse s'approprier les risques. Et voilà. Et après, on travaille beaucoup cas d'usage parce que finalement, quand je suis un assureur et que je veux regarder des milliers d'entreprises, c'est une façon de faire un cas d'usage. On a travaillé, par exemple, on travaille avec la région Île-de-France. On note toutes les communes franciliennes dans le cadre du CCIRT. Donc, on travaille avec le CCIRT pour faire de la prévention. Et tous les jours, ça marche. On fait des choses très, très simples qui fonctionnent à la fois pour la région, pour l'équipe de CCIRT où elle a tous les éléments de recommandation, mais également pour l'ensemble des communes et des DGS et des MEA pouvoir lire son rapport. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on construit. On arrive à remplacer de plus en plus BitSight Security Scorecard. Ça nous arrive à peu près tous les jours. On prend 40 à 50 clients. On a une ambition d'être très international. On collabore avec évidemment toutes les équipes du CLUSIF. On va travailler, je pense que Franck, tu pourras en parler, sur un travail avec le Césin. Donc, on a vraiment une envie d'exploser. On est déjà présent dans une quinzaine de pays. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remplacer très rapidement et d'aller très, très vite pour remplacer nos concurrents avec une offre qui est différenciante, beaucoup plus tournée vers les utilisateurs plutôt que quelque chose un peu Big Brother qui te note sans que tu aies vraiment la main dessus. Merci pour ces éléments. Et est-ce que des acteurs comme BitSight et Security Scorecard sont parfaitement impartiaux? J'en parle parce que il y avait, on sait tous qu'au moment de la crise économique il y a 15 ans, des entreprises comme Moody's, Fitch avaient été beaucoup attaquées sur ce volet. Or, chose intéressante, Moody's et Fitch détiennent des parts d'acteurs comme BitSight et Security Scorecard. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme ou de la réalité? C'est un point intéressant qui a beaucoup, je dirais, questionné les membres du Césin, et c'est pour ça que dans le position paper, on voulait avoir une impartialité dans leur notation, une certaine transparence. Et c'est pour ça que dans le groupe de travail auquel participe Luc, dans le CLUSIF, dans la charte, on demande à avoir aucune pondération géopolitique. Parce que ça peut être un avantage, je dirais, pour faire des prises de participation, ça peut être des avantages pour déstabiliser un pays, pour déstabiliser, je dirais, la note financière, parce que comme tu le dis, elles sont, je dirais, actionnaires. C'est pour ça que dans la charte de bonne conduite, il y a un
certain nombre de transparences, pas sur l'algorithme, parce que c'est la recette de cuisine, c'est ça qui va faire, entre guillemets, leur différence de notation, y compris sur la cartographie. Luc défend, une cartographie qui est faite par l'entreprise, donc on pourrait omettre, si on est mal intentionné, certaines IP qui seraient, entre guillemets, pas très intéressantes. À contrario, chez BitSight, si on est, un opérateur qui va héberger des tiers, on va avoir une très mauvaise note, pas de son fait, du fait des sociétés qu'on héberge. Donc, il est très difficile de se dire est-ce que la note est représentative ou pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine confiance avec la contrepartie pour se dire je m'engage à ce que le service que je te rends est isolé et que cette note représente. Donc, chez BitSight, il y a quelque chose qui s'appelle le self-publish, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui décrit, entre guillemets, un périmètre sur lequel on s'engage. Mais il est très important que les sociétés, étrangères, ne soient pas en avance, parce que c'est quand même un avantage, entre guillemets, géostratégique de pouvoir savoir quelles sont les sociétés les plus faibles ou les plus fortes. Et c'est pour ça que, comme le disait Luc, au niveau du CESA, on va lancer une initiative où tous les membres du CESA pourront avoir, accès à leurs notes et discuter des algorithmes, dans Board of Cyber, et surtout avoir la capacité de se comparer à l'intérieur du marché français. Parce que se comparer avec des sociétés financières américaines ou je ne sais où, parce qu'on n'est même pas capable de dissocier, de petite taille ou de grande taille, ça ne veut strictement rien dire. C'est toujours flatteur, on peut toujours se trouver au-dessus des autres, mais est-ce que c'est des tailles qui sont des sociétés qui ont 2-3 fois votre taille ou 10 fois plus petites? Ça n'a aucun sens. Là, on va travailler sur comment retrouver des regroupements qui ont du sens, parce que ces outils de rating vont permettre et permettent déjà à des RSSI de soulever des moyens, parce que le COMEX, et malgré tout ce que beaucoup de COMEX disent, ils sont très contents de savoir qu'ils ont une note au-dessus de leurs concurrents. Mais concurrents français, ça n'a rien à voir avec un concurrent étranger, parce que la première question qu'ils vous posent, c'est « mais vous comparez par rapport à quoi ?» Alors ça, vous faites une liste à la main, et c'est relativement pénible à gérer, puis ça peut se discuter. Si ce sont que des sociétés qui ont participé, qui ont validé leur périmètre, là, on compare des choses comparables. Et ça pourrait être très intéressant pour les courtiers, pour les assureurs, parce que on comparera un risque par rapport à une situation géopolitique dans des sociétés de taille équivalente. Donc c'est pour ça que cette charte d'éthique qu'on essaye de promouvoir à l'intérieur du CLUSIF est importante, parce qu'on va pouvoir, entre guillemets, comparer des sociétés qui s'engagent à un certain nombre de choses sans pour autant rendre ouvert le moteur de leur notation, de leur pondération, qui est un petit peu un secret de cuisine quelque part. Et est-ce qu'on peut avoir un petit éventail des acteurs qui travaillent avec vous au CLUSIF sur cette charte éthique? Alors là, Géraud fait pas là, donc Thomas en fait partie. Qui y a d'autres? Parce qu'il y en a certains qui sont en virtuel. Voilà, donc il y a l'associé de Gerulf, il y a Luc, il y a moi, il y a Redsift avec Pierrick Charino, il y a non, c'est pas des associations. Ça peut être des gens comme moi qui sont dans plusieurs associations, mais je dirais le CLUSIF, c'est un petit peu comme le CESA, ça représente beaucoup de sociétés. Je n'ai pas toute la liste, mais c'est une charte qui a été faite de bon sens, parce que certains, je dirais, anti-société de rating voulaient avoir une ouverture absolue et totale du moteur, ce qui est un non-sens, parce que personne ouvre ses livres complètement. Mais par contre, des comportements éthiques, on disait par exemple le côté géopolitique, le côté je m'engage à avoir validé ma note ou pas, ça c'est une chose importante, avoir la capacité pour une société qui est notée de confirmer ou infirmer le périmètre, et certaines sociétés américaines ne sont pas d'une grande réactivité quand vous n'êtes pas client, avoir accès au prochain algorithme, parce que des fois les algorithmes changent. Donc si vous êtes client, vous allez avoir votre note et la note dans le prochain algorithme, donc vous pouvez entre guillemets avoir une continuité de notes. Si vous êtes pas client, vous aurez la nouvelle note un jour, et qui vous coupera comme une guillotine. On vous en perd 20, 30, 50 points, parce que vous n'étiez pas au courant que demain ils vont prendre, je ne vais pas te donner des secrets de certaines sociétés éthiques, mais d'autres choses qui vont vous plomber. Donc là, quelque part, il y a une vente forcée. Si vous voulez pas décrocher, vous devez, par d'une manière ou d'une autre, savoir comment les 3-4 sociétés, parce qu'on a sauté BitSight et Security Cloudcard, mais il y a UpGuard, il y a Dark Knight, il y a toute une tripotée. Et l'idée, c'est de se dire, il y a des sociétés qui sont éthiques, qui vont, entre guillemets, concentrer plutôt les comparaisons, parce qu'on pourra se comparer sur 2-3 sociétés ou plus, on espère, qui s'engageront à être éthiques d'un point de vue de leur comportement, versus des sociétés qui diront moi je suis assez gros, j'ai pas besoin de m'engager à un comportement éthique. C'est pour ça qu'on a essayé d'écrire une charte qui a du sens et qui peut signer.
Parce qu'on n'est pas là, entre guillemets, pour faire un village gaulois en disant j'aime pas les sociétés américaines. C'est pas la chance. Mais par contre, on veut que les sociétés étrangères s'engagent à un comportement qui a du sens. Et aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Sauf chez Luc, qui s'engage à beaucoup de choses. Il nous a dit qu'il a signé la charte auquel il a participé. Quelqu'un veut réagir sur la faisabilité de certains des axes de cette charte? Et peut-être ah oui. Je représente ici Jonca Technologies, donc je suis associé de Gerulf. Je ne fais pas partie du groupe de travail, mais de ce que j'en comprends, il m'en parle un petit peu malgré tout, c'est que d'abord, il y a beaucoup de membres qui ont souhaité participer à ce groupe de travail, ce qui est déjà un succès, et qui représente, on va dire entre guillemets, tous les acteurs du marché, j'en oublie certainement, mais à la fois donc des grands comptes au travers de vous, des ESN comme nous, des offreurs de solutions. Est-ce que c'est exhaustif? Je ne sais pas, mais ça s'en rapproche. Donc on pourra revenir progressivement sur certains des points mis en avant, qui seront mis en avant au sein de cette charte. Peut-être maintenant une question pour vous, Thibaut, sur parce qu'on aimerait bien comprendre de manière précise votre positionnement un petit peu dans la chaîne de valeur, vos interactions avec des acteurs comme le monde de l'assurance, et surtout comment vous pouvez intervenir a posteriori après la réalisation effective et la présentation d'une note. Alors nous, on a deux positions. On a des clients qui viennent nous voir parce qu'en fait, ils souhaitent aller vers une assurance cyber. Donc, on accompagne les assureurs et nos clients pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir une assurance cyber. Donc, on peut intervenir en amont, et donc c'est pour ça aussi qu'on utilise ce genre d'outils de la même manière que ce qui a été évoqué un peu par tout le monde. On est obligé d'avoir une idée de la note parce qu'on veut la même vision que l'assureur potentiellement. Et donc, on veut essayer d'améliorer. Alors, effectivement, la note en elle-même, c'est intéressant de l'améliorer, mais on veut surtout montrer qu'il y a une vraie démarche cybersécurité. C'est le vrai sujet, hein, au-delà de la note. Donc, nous, c'est comme ça qu'on intervient. Après, donc c'est pour ça qu'on est aussi un peu, entre guillemets, forcé d'utiliser les outils qui sont massivement utilisés par les assureurs. On intervient aussi auprès des assureurs, mais c'est vrai qu'il y a une marche énorme entre les toutes petites structures. On a beaucoup de clients qui sont des TPE, des PME et des grands groupes, parce qu'un assureur, il va passer du temps sur un grand groupe parce que c'est entre guillemets un risque sur lequel il faut se poser un peu plus de temps. Sur les petites sociétés, c'est plus compliqué parce qu'on n'a qu'une chance. C'est-à-dire qu'on y va, il faut que le dossier il soit bien et que l'assureur, en un clin d'œil, entre guillemets, il puisse avoir une appréciation du risque. Donc nous, on prépare non seulement effectivement au travers de la notation de montrer qu'il y a eu un effort de fait, et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut montrer que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire que effectivement, l'assureur va avoir l'historique en se disant bah oui, on démarre mal, mais ça monte, et on prépare en même temps, en tout cas on aide nos clients à préparer des dossiers pour montrer les initiatives qui sont lancées pour que ça dure dans le temps. Alors on connaît aussi les points d'accroche principaux des assureurs qui peuvent faire basculer un dossier dans le oui ou dans le non, sans rentrer dans le détail, mais la bonne gestion d'une sauvegarde, de la double authentification, comme ça, des points techniques de ce type, c'est des choses que l'assureur va regarder très spécifiquement. Donc c'est là-dessus qu'on insiste auprès de nos clients. Donc on prépare en fait les deux, c'est-à-dire la notation et vraiment un dossier pour montrer que le client a pris en compte le sujet cyber dans sa globalité et va tenir la route sur le long terme. Merci. Donc, on a bien compris qu'il y avait plusieurs outils. Donc, il y a la notation, il y a derrière ce dossier que vous avez évoqué. Beaucoup d'acteurs comme les assureurs utilisent aussi les fameux questionnaires. Et maintenant, j'aimerais avoir un petit peu vraiment au-delà de votre point de vue de RSSI, un petit complément sur les indicateurs que peut utiliser un RSSI, les indicateurs techniques, les KPI, pour compléter éventuellement et aller au-delà de tous ces outils qu'on vient d'évoquer. Alors, tous les outils qu'on a évoqués sont des outils qui sont intéressants et qui ont été, je dirais, mis à disposition, que ce soit les questionnaires. Il y a des sociétés qui fournissent des questionnaires commerciaux. Il y a des initiatives comme Boost Aerospace qui fournissent des questionnaires liés à des secteurs d'activité. Hein. C'est militaire, aérospatial et aéronautique, pour être précis.
on n'est pas vraiment dans cette matière-là, donc c'est pour ça que je connais un petit peu moins. Et il y a un certain nombre d'initiatives, par exemple au Césin, il y a ce qu'on appelle un questionnaire fournisseur, c'est-à-dire que c'est un questionnaire qui est utilisable pour pouvoir, entre guillemets, demander un certain nombre de choses par rapport à ses fournisseurs. Combiné avec un autre faisceau qui est le cyber-rating dont on vient de parler, combiné avec, je dirais, des rencontres ciseaux to ciseaux, parce que c'est extrêmement important de connaître sa contrepartie, parce que le jour où il y a un incident d'un côté ou de l'autre, si on a juste, je dirais, comme point de rencontre des questionnaires, et comme le disait Luc, des fois on comprend bien que certains contreparties ont tendance à être très optimistes ou dans l'interprétation. Elles ne sont pas toujours avec des éléments de preuve. Donc il y a des questionnaires où il y a de la fourniture d'éléments de preuve avec soit des machines qui lisent les documents, donc là on ne sait pas trop où partent les informations, soit des humains qui lisent les documents et on ne sait pas comment ils arrivent à parler autant de langues dans un temps aussi réduit. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et c'est pour ça que je dirais, il y a une initiative que je lance entre le Forum des compétences, le CLUSIF et le Césin pour faire un certain nombre de KPI techniques, une dizaine, une douzaine, pour avoir des indicateurs venant du RSSI sur son système d'information, pour avoir par exemple des taux d'obsolescence de composants, des taux de mise en place d'EDR sur l'ensemble de ces systèmes. Et donc on pourra avoir une vision interne et externe. Ça ne sera pas dans le domaine public, bien évidemment, mais quand on aura un contrat, on pourra dire « je veux pouvoir avoir accès aux résultats des KPI techniques de façon peut-être trimestrielle, parce qu'il va falloir que ça se lance ». Donc, on va lancer une initiative entre ces différentes associations pour pouvoir avoir, je dirais, un espace, je dirais, d'adhésion France relativement important, et surtout pour sauver du temps au niveau des sociétés qui vont participer, parce que si chacun fait son petit questionnaire avec une interprétation philosophique légèrement différente, par exemple, le taux d'EDR mise à jour ou de PC mise à jour, si vous intégrez ou pas le stock en cas de crise, si vous intégrez ou pas le stock du personnel qui est malade ou qui ne peut pas être mis à jour pour des raisons diverses et variées, on va comparer des choux et des carottes. Donc ça va être très important de pouvoir avoir des intitulés qui ont du sens, qui vont être challengés. La première année, on va faire tout ce qu'on peut dans les 3 associations pour avoir un phrasé qui ne prête pas ambiguïté. Mais bien évidemment, il y aura ambiguïté. Donc, on va, entre guillemets, dans les 3 associations, pousser à le mettre en place, à l'utiliser et surtout, entre guillemets, à l'optimiser. Mais ça sera une dizaine d'indicateurs qui vont, entre guillemets, permettre d'avoir une remontée. Mais comme le cyber-rating, on ne pourra pas comparer des choux et des carottes. Il y a des sociétés qui ont besoin d'avoir des ports USB ouverts pour différentes raisons. D'autres, ça n'a strictement aucun sens. Donc, il faudra continuer à comparer des choses comparables. Mais par contre, comme on l'a vu pour les questionnaires ou le cyber-rating, ça sera de voir la tendance. Une société qui a une note et qui, dans le temps, décroche, il va falloir rentrer dans une rencontre de ciseau à ciseau pour lui dire, est-ce que tu as une bonne explication pour ça? Tu as changé de métier, il y a une raison particulière, on en discute, on l'accepte ou pas, ou on a une contrepartie qui vous raconte des histoires, et là on se dira, bon, la mariée est bien habillée, mais on sent qu'il n'y a pas de répondant derrière, on est en train de se faire balader, donc il y a du risque sûrement beaucoup plus profond qu'il y a. Donc c'est pour ça que cette initiative, il faut que tout le monde y participe, parce que ça va être intéressant et ça va sauver du temps et ça obligera aussi les sociétés à avoir une information, je dirais, transparente au niveau de son RSSI et pas des indicateurs pastèques, parce qu'il y a beaucoup de sociétés où les indicateurs sont toujours ouverts, on ne sait parce qu'ils sont pris en compte d'une façon particulière. Là, ça sera tout le monde à la même enseigne. Donc le RSSI aura des informations venant de ces sécurités opérationnelles, se devra de les ressortir. Donc à un moment donné, il y aura une responsabilité d'entreprise de toute la chaîne. Et ça sera un faisceau, plus le cyber-rating, plus les questionnaires, qui donneront, entre guillemets, une image un peu 360 de comment ça s'est géré dans l'entreprise. Donc, on est très optimiste dessus. On va voir si on arrive aussi fortement et aussi rapidement à prendre l'adhésion. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce 3e outil et sur l'articulation entre ces 3 outils? Côté courtier, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est on sauve du temps. Parce que ça, en fait, je pense qu'il faut en avoir conscience. Hein, qu'on soit, alors, je suis courtier, je vais parler d'autre chose que d'assurance. Waouh. Mais en fait, oui, les assureurs ont une problématique de temps, et je pense qu'en fait, tout le monde a une problématique de temps, et donc tous ces outils de rating et avec leurs problématiques, mais donc du coup avec les autres outils qui peuvent compléter ces ratings-là. En fait, l'objectif, c'est de donner à des tiers, en un minimum de temps, une bonne vision sur la bonne gestion du risque cyber de son partenaire économique. Qu'on soit client chez un assureur ou qu'on soit en train de contractualiser avec son futur cloud provider ou autre. Donc ça, c'est sûr, c'est essentiel. Et moi, c'est ça que j'entends en fait. C'est pour ça que
il faut encore une fois être conscient de la limite de ces outils, de pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils, mais clairement, en fait, il y a ici un objectif de avoir en un minimum de temps une bonne visibilité sur la cybermaturité des tiers. Et donc, la question, c'est sur quelle grille d'analyse on se base sur la grille pour estimer la cybermaturité du tiers. Et pour rebondir sur ton point, là, il y a un point qui est important, c'est le fait qu'on sait qu'on manque de compétences dans la cybersécurité. On sait qu'on a de plus en plus d'exigences, de nouvelles réglementations. On va parler de NIS2, de DORA. Et on sait que ça va être de plus en plus compliqué pour les RSSI, notamment de grandes organisations, de piloter ce risque-là. Nous, la philosophie, c'est de dire, voilà, on veut réduire la symétrie d'information. On veut savoir rapidement, comme tu disais, en continu, de façon automatisée. Donc nous, on a la sortie Security Rating qui fonctionne très bien, sur lequel on a beaucoup de succès pour le moment. On va continuer. Et on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin. Donc on a fait deux choses. On a lancé une notation sur le risque de compromission de l'Active Directory. Pour le coup, il est intrusif, hein, mais la même philosophie, complètement automatisée, en continu, qui permet de savoir finalement sur l'Active Directory, est-ce qu'on est à risque ou pas à risque. Et on partagera pas avec les tiers. Il y a déjà des assureurs avec qui on discute, qui aimeraient l'imposer, qui aimeraient discuter sur ce point-là. On a un troisième point. On a fait l'acquisition en juillet d'une belle startup qui s'appelle TrustHQ, qui est une solution pour aider finalement les RSSI à mieux piloter leur gouvernance, leur conformité, les questionnaires, les ensembles de points. Et l'idée, c'est de packager l'ensemble pour avoir les choses le plus automatisables. Et donc, à la fin, ça fera sûrement des jolis KPI. Je pense que l'initiative d'avoir des choses rationalisées, qui soient comparables est extrêmement important. On voit que rien que sur l'Active Directory, sur la partie rating, AD Rating qu'on a lancé, on a déjà une quarantaine de clients en 1 mois et demi. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une appétence d'avoir des solutions automatisées qui soient toujours de la même façon, soit très simple à lire, avec toutes les recommandations pour que ce soit automatisable. J'ai le script, je sais quel est le problème, j'ai le script, je peux l'implémenter et le lendemain, le problème est réglé. Et j'ai la notation que c'est amélioré. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette philosophie, d'avoir un écosystème de confiance, créé, parce que finalement, on est des entreprises imbriquées. Je ne sais pas combien de fournisseurs Schneider, mais au moins quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et tout peut être un risque, ça peut, même s'il n'y a pas de système d'information. L'entreprise, le fournisseur du fournisseur de Schneider qui peut pas délivrer, peut-être à la fin, il y aura un problème. On l'a vu avec le Covid. Moi, je faisais des missions pour le ministère des Armées. On a vu qu'il y a des chars qui pouvaient plus se produire parce qu'il y avait un fournisseur de rang 3 qui pouvait pas le faire, qui pouvait plus délivrer parce qu'il y avait une pièce qui manquait. C'est exactement la même chose de la cybersécurité. Comment on fait la résilience? Donc, on a besoin d'avoir des solutions complètement automatisées et automatisables pour gagner du temps et avoir un premier niveau. Et après, c'est la loi de Pareto, hein, c'est du 80-20. On va se focaliser là où ça pose problème pour essayer de fluidifier et pour aider. Et je pense que le rôle aussi des RSSI des grands groupes, ça aura d'aider les acteurs qui sont les plus faibles, entre guillemets, dans leur chaîne logistique, à améliorer leur posture, avec des belles sociétés comme InQuest ou autres derrière qui vont les aider justement à améliorer cette posture-là. Et sur la loi de Pareto, justement, de votre méthodologie, votre approche, comment vous utilisez ce ratio de 80-20 au quotidien? Alors, en fait, nous c'est assez simple là-dessus, c'est dire, si j'ai, par exemple, si j'ai 1000 fournisseurs, alors les fournisseurs les plus critiques, on va faire un audit, on va aller plus loin, peut-être avoir le rapport de pentest, on va avoir la certification, on va faire tout ce qu'on veut. Mais quand je vais parler des milliers de fournisseurs sur lesquels je fais rien par ce fichier Excel-là, l'idée c'est plutôt d'avoir une notation. Et basé sur la notation, je prends les 20% qui sont la notation les plus faibles, et ceux-là, je vais peut-être aller un peu plus loin, prendre un questionnaire, les contacter, voir ce qui se passe, etc., les creuser. Je peux pas le faire pour 5000 entreprises. Il n'y a aucune entreprise, aucun grand groupe qui a les moyens pour aller voir 5000 entreprises d'un seul coup. Donc, mais si je vais voir les 200 premiers, c'est exactement ce qu'on fait avec la région Île-de-France. On a fait la notation de plus de 1100 collectivités, et avec l'équipe du CCIRT, on prend tous les 6 mois les 300 collectivités les plus faibles, et l'équipe des CCIRT les appelle pour essayer de les améliorer sur leur posture, avec un rapport qui est lisible par un maire ou un DGS ou un DGA de la collectivité, et dire on va améliorer, et comme c'est noté en continu, on voit si tout le monde s'améliore. Et on peut avoir une vision un peu macro aussi, parce qu'en fait, c'est des outils qui permettent de voir. Vous avez une mauvaise configuration sur votre messagerie, SPF est mal configuré, ça prend à peu près 2 minutes à configurer SPF sur une messagerie. Si j'ai 400 fournisseurs qui ont ce problème-là, je fais peut-être une petite vidéo tuto et j'explique comment on configure SPF et à quel point c'est important. Et je peux vérifier le lendemain si c'est quelqu'un l'a fait ou dans les semaines qui viennent. Donc c'est vraiment des politiques de petits pas qui à la fin font que en France, les PME, les collectivités, etc. vont améliorer leur posture et on va aider. Et on va finalement réduire ce risque cyber et ça sera plus assurable derrière par les assureurs.
La loi de Pareto, elle a ses limites parce qu'il faut quand même pouvoir choisir les 20% ou les 80%. Donc, moi, je suis plus dans une approche, je dirais, en contradiction, c'est-à-dire que il y a déjà toutes les sociétés qu'on connaît bien, par leur chiffre d'affaires ou par le fait qu'elles sont, je dirais, sous-traitants critiques importants au sens Solvency 2. Donc, il y a un certain nombre d'obligations déjà sur lesquelles on est obligé de faire. Mais en général, les très grosses sociétés, quand elles sont sous-traitants critiques importants, elles sont déjà tellement auditées, surveillées et compagnie qu'en fin de compte, c'est plus pour faire plaisir, entre guillemets, à des structures d'audit plutôt que de découvrir du risque, du moins de par l'expérience des sociétés dans lesquelles on a pu faire des audits, des cybervadis ou d'autres choses. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir en parallèle de ça, je dirais, faire de l'échantillonnage, taper dans le dur au hasard, en fonction des différents métiers. Est-ce que le RH, dans le cœur de métier, est plus sensible chez nous ou pas, parce qu'on a plus d'employés, plus de clients, je ne sais quoi. Et moi, j'aime beaucoup l'approche EBIO-CRM, avec dans le chapitre 6, où il y a tout ce qui est pénétration et dépendance, qui pour moi, n'insiste pas encore suffisamment sur le fait qu'il faut déjà bien connaître ses sous-traitants. Et on parle des sous-traitants de niveau 2, quoi, des force parties ou des fifth parties, quoi, en plus profondeur, et tu as entièrement raison. Mais déjà, si on connaissait bien ces sous-traitants et ce qu'elles font dans son système d'information, aujourd'hui et pas au jour où on a signé un contrat, de savoir quels sont les flux qu'ils vont ou les échanges qui sont faits avec ces sociétés, c'est très difficile. Et dans les bio-CRM, il y a tout le niveau pénétration et dépendance, c'est-à-dire comment on est dépendant par rapport à cette structure. Et comme tu disais, des fois, c'est une sous-société avec un sous-contrat qui coûte rien pour l'entreprise. Donc, c'est le contrat qui ne passera jamais à travers les règles de je dois la regarder parce que quelque part, c'est le grain de sable. Et tout ce qui est, je dirais, pénétration, parce que des fois, on peut avoir des sociétés qui vont avoir un rôle très particulier parce qu'elles vont faire du monitoring, de la supervision d'outils de production. Donc, il faut bien connaître ça. Et donc, le RSSI doit travailler avec le procurement ou les achats ou la structure associée dans l'entreprise qui doit avoir un très fort pilotage de sa sous-traitance. Et on l'omet beaucoup trop souvent. Et dans NIS 2, on en parle, dans DORA, on en parle, mais on en parle plus d'un point de vue RSSI, et je pense qu'il faut surtout que les entreprises se dotent d'une structure qui pilote extrêmement précisément, je dirais, les sous-traitants. Et moi, j'ai tendance à dire, il faudra me démontrer qu'un sous-traitant n'a pas d'échange informatique avec sa société. Au minimum, il y a des documents, au minimum, il y a des fichiers, et ça commence pas quand il y a une interconnexion. Et quelque part, s'il n'y a pas la sécurité qui intervient dans un contrat, c'est pas normal. Elle doit au moins être informée pour pouvoir identifier le risque, si la structure se fait poney, si la structure a un problème de connexion, et c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche, je dirais, d'échantillonnage massif, taper dans le dur, et avoir aussi une structure qui gère bien les sous-traitants, et à côté de ça, une bonne vision dépendance-pénétration pour pouvoir, dans le continu, continuer à regarder ces tiers avec un regard, je dirais, critique. Alors ça, c'est très important. Moi, je souscris complètement à ce que tu viens de dire, Franck, d'autant plus que nous, ce qu'on constate en tant que courtier d'assurance spécialisé dans le risque cyber, c'est que en fait, ces outils de notation, si on revient au sujet, on peut être très bon, mais si on est en partenariat avec des sociétés qui sont très mauvaises, ben en fait, on peut être topé justement par rebond, c'est-à-dire, et il y a aujourd'hui de plus en plus de sinistres qui sont déclarés chez nous par des clients qui ont une très bonne maturité, qui ont un très bon scoring, etc. Sur plusieurs outils, et qui finalement vont venir me voir, me dire bon bah en fait tel prestataire vient de se faire toper et j'ai des données sensibles chez ce prestataire-là. Donc c'est un vrai sujet qui est finalement avec qui on contractualise, comment on fait, quel est notre taux de dépendance et de pénétration avec ces prestataires-là, ces tiers. Et en fait, finalement, ça pose la question de, OK, ma notation est importante, mais la notation des tiers l'est tout autant, en fait. Juste pour donner un exemple, on travaille avec la Chambre des notaires de Paris, et donc on fait un observatoire, on a plus de 450 offices notariaux qui utilisent la solution, et on voit très très bien qu'en fait, il y a les mêmes fournisseurs de logiciels. Il y a 2-3 fournisseurs qui équipent à peu près tous les offices notariaux. Donc, si eux patchent pas bien leur propre vulnérabilité, s'ils font pas, etc., c'est un cheval de Troie énorme. Je peux vous assurer que les notaires ont quelques données, à la fois personnelles, puis des secrets d'affaires, et donc il vaudrait mieux éviter. Et donc, c'est vraiment un sujet, on a fait la même chose avec la région Île-de-France, on a identifié les fournisseurs qui étaient sur des dizaines et des dizaines de collectivités, en disant, attention, il y a un point de vigilance. C'est pas de critiquer, c'est plutôt dire, si vous avez un fournisseur, c'est que vous voulez qu'il délivre un produit, un service pour vous. C'est quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment le côté win-win, partager l'information pour que finalement,
le fournisseur un peu critique, parce que finalement, juste pour vous, c'est peut-être un petit cas, mais c'est multiplié par X et ça peut commencer à devenir un gros problème. Et donc là, comment on peut identifier assez rapidement le fait que ce fournisseur est un peu partout et qu'il fait peut-être pas complètement son job? Donc, n'hésitez pas à réagir. Tout à l'heure, sinon, Franck, vous avez beaucoup utilisé la métaphore des choux et des carottes. Et justement, pour revenir là-dessus, je sais qu'on accuse beaucoup certains acteurs spécialisés dans le rating de mélanger parfois certaines choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Je pense par exemple au fait que les sites de production vont être dans certaines peut-être dans certaines notations autant mis en valeur que des sites de test. Et plus largement, il y a tout un enjeu au niveau de la pondération finale de la note. Qu'est-ce que vous dites à ces détracteurs du cyber-rating qui utilisent ces éléments pour s'en prendre aux notations? Alors, je dirais, c'est toute la problématique de est-ce qu'on a, je dirais, initié un échange avec la société qui va être notée, et chez lui qu'on choisit les IP qu'on va intégrer dans la note. Donc quelque part, on peut définir un périmètre. Dans certaines sociétés comme BitSight, on peut faire ce qu'on appelle un self-publish, c'est-à-dire estimer que le périmètre à l'intérieur de ce groupe, ce ne sont que des IP qui délivrent le service que je rends à tel ou tel métier. Et donc, regardez pas ma note, mais regardez telle note, parce que telle note, ça représente le service que je vous rends, et c'est complètement isolé de la RH ou de je ne sais quoi d'autre dans son système. Les notes qui sont, je dirais, vues de l'extérieur, elles sont pas capables de voir si c'est une note, entre guillemets, de test ou pas de test. Mais après, de l'extérieur, qui sait si derrière votre test, l'isolation est bien faite par rapport à votre production? Qui sait si derrière vos tests, est-ce que c'est une pré-prod, donc quand même des données de production? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, de la zone purement de test, où ce sont que des données, je dirais, anonymisées? Personne ne le sait. Donc c'est là où il y a un certain nombre d'outils, par exemple, je dirais, Hardenize, qui participe à notre groupe de travail avec Luc, où, entre guillemets, il vérifie, je dirais, des bonnes conformités sans pour autant émettre une note. Et donc là, les équipes internes sont capables de prioriser, parce que, comme tu le disais, si on a des scanners externes, des outils de cyber-rating, plus des pentests, des bug bounty, et qu'on mélange tout ça, les équipes sont noyées. Donc il est très important de pouvoir, entre guillemets, pondérer en fonction de criticité de l'IP ce qu'on va chercher. Et je n'imagine pas un RSSI qui aille privilégier son cyber-rating versus une CVSD sur son système. Après, bon, s'il y en a quelques-uns comme ça, on peut rien pour eux, quelque part, mais c'est très important, entre guillemets, qu'il y ait, je dirais, un travail coopératif en interne pour pouvoir assumer. Mais quelque part, si une société décroche parce qu'elle a un site de test qui a été malencontreusement mal configuré, nous, on les contactera, on leur dira qu'est-ce qui s'est passé, ils nous expliquent la situation. Si on voit qu'on a, je dirais, du répondant en face, on le prendra bien. Si on voit qu'on a une réponse folklorique, on se dira, bon, bah, il y a un sujet particulier. Mais il y a des rapports, les personnes pourraient le prouver, il y a strictement aucune problématique. Mais quelque part, si on a une mauvaise note sur des environnements de développement, ça veut dire que son développement sécurisé, il flotte un peu quand même, je dirais, au design. Parce que ça ne devrait pas arriver. Tous ces systèmes de processus de CI/CD ont, je dirais, décroché à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il a peut-être une maturité, mais qu'elle commence pas dès le début. Elle commence dans une phase de sécurisation un peu finale, ce qui est déjà très bien, hein, faut s'en flatter, mais il pourrait être un petit peu mieux. Donc quelque part, faut surtout rentrer dans l'échange avec la contrepartie pour comprendre pourquoi ça a décroché. Peut-être Luc, là-dessus, une réaction? On a souvent le débat, par exemple, quand je fais un honeypot sur ma surface d'attaque, qui peut être une stratégie de défense. Nous, on va tomber dedans à chaque fois. Donc, c'est le principe. Mais en fait, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, on regarde quelle est la vision du risque vue de l'extérieur. Et l'attaquant, quand il va choisir une société, il va peut-être dire, il voit peut-être pas que c'est un honeypot, mais il voit qu'il y a un trou dans la raquette, et qu'en plus, la messagerie pas très bien configurée, DNSSEC, c'est pas terrible, et en plus, il patche pas certaines vulnérabilités. Il dit au total, c'est une cible qui a l'air pas mal, qui a l'air intéressante, je vais la prioriser. Et donc, celui qui a dit, ah super, honeypot, je vais pouvoir analyser, ce qui est peut-être une très belle stratégie de défense, je suis pas à même de juger. Mais en fait, nous, ce qu'on va dire, c'est, vu de l'extérieur, vous êtes perçu comme potentiellement faible,
Et faites attention. Et c'est ce qu'on veut dire. Après, qu'on puisse taguer, et ce qu'on essaie de faire, nous, dans la plateforme, de dire, attention, ça, c'est un risque qui est accepté en interne parce que on a ça et que c'est comme ça qu'on l'a fait. Ou, de temps en temps, on va voir, bah oui, vous n'avez pas patché PHP. Oui, bah, c'est peut-être un truc. Ou que c'est une CVE qui est un peu ancienne et que vous acceptez parce que c'est une CVE de 2016 et que oui, bon, peut-être que c'est peut-être plus si critique que ça. Ok, très bien. Mais c'est juste une vigilance vue de l'extérieur en disant, bah, vous êtes perçu comme ça, faites attention. Et après, on va donner les outils pour pouvoir dire, ok, je juge, je ne juge pas. Et on le voit très bien, de temps en temps, on va dire, on va avoir des actifs qui sont liés à des parties tierces. Et certains, on va avoir des RSSI qui vont dire, ah, mais ça, j'ai pas la main, donc je l'exclus. Et il peut le faire sur notre plateforme. Nous, la recommandation est de dire, moi, je le garderai, parce que finalement, ce partenaire, vous l'avez choisi, il est lié à votre système d'information, il peut créer une faiblesse sur votre système d'information. Je ferais plutôt l'inverse, je le garderai, j'irai le contacter derrière. Après, quand c'est Microsoft, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez leur expliquer qu'ils n'ont pas patché une vulnérabilité, il se passera pas grand-chose. mais en tout cas, que sur un certain nombre d'acteurs, vous puissiez dire, voilà, il se passe, je vais être vigilant. Et donc, c'est vraiment cette vision externe. Après, on peut toujours affiner en disant, bah voilà, on met des tags, on peut regarder, on peut travailler. On a des clients qui utilisent quasiment un système de double notation parce que je veux voir comment je vois de mon point de vue et comment je suis perçu de l'extérieur. Voilà, on a des flexibilités sur les outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Merci. Donc, pour la salle, sachez que, et également les personnes en ligne qui nous suivent, dans quelques minutes, on pourra prendre certaines de vos questions. N'hésitez pas également, donc je parle à tous les intervenants là, si vous jugez qu'il y a éventuellement des angles morts de la matinée, des points que vous aimeriez mettre sur la table qui ont pas été abordés. Donc peut-être encore 2-3 questions avant de commencer à échanger avec le public. Je sais que dans le cadre des travaux du Césin notamment, il y avait un moment l'idée d'une accréditation européenne qui avait été abordée. Est-ce que dans quelle mesure, voilà, c'est quelque chose qui est utopique? Dans quelle mesure il y a des travaux qui ont été engagés? Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots là-dessus, Franck? Ce qu'on souhaitait surtout, c'est d'avoir, entre guillemets, une vision européenne, pas obligatoirement drivée par des raisons économiques. Et il y a quand même des liaisons entre les agences de notation financière, les agences de notation rating, qui prêtent il y a une vraie confusion et une vraie collusion, je dirais, entre les deux. C'est pour ça qu'on souhaitait avoir, entre guillemets, une vision européenne qui s'engage à ne pas être biaisée d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue économique. Moi, je crois beaucoup plus dans cette charte éthique, entre guillemets, qui a du sens. Alors après, on peut toujours signer des choses et pas les respecter, mais je pense qu'en tous les cas, c'est même utile pour eux de pouvoir, entre guillemets, améliorer leur rating. Il y aura les gens qui auront une note qui n'a pas été confirmée par la contrepartie. Il y aura des sociétés qui auront mis leur note. Globalement, quand on est bon dans une société, on est bon dans une autre. Quand on arrive dans le très très haut. Quand on est dans l'intermédiaire, on peut être très bon chez l'un et pas très bon chez l'autre parce que quelque part, ça priorise le cadencement du nettoyage. Mais quand on arrive, quelles que soient les solutions dans les 100 chez Security Scorecard ou dans les 800 chez BitSight ou chez Luc, pareil, globalement, il n'y a pas grand-chose qui est trouvé à côté parce que, je dirais, c'est une liste à l'après-vert et chacun rajoute des tests et des tests. Donc, une notation européenne, on aimerait bien. Il y a des cyberscores qui vont arriver, mais les cyberscores ne vont pas dans le même détail. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il y a souvent une confusion du public entre cyberscore et cyberrating. Cyberscore, c'est pour des sociétés à très forte visite de personnes physiques et avec des implications très orientées GDPR, je trouve, mais qui ne vont pas donner cette même vision. Donc, une vision européenne, il n'y a pas beaucoup de sociétés, même financières, qui ont des notations européennes. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop rêver. Par contre, avoir des engagements de sociétés européennes qui ont beaucoup plus d'intérêt à servir l'Europe que servir des intérêts économiques, je pense que c'est là où les différentes associations doivent pousser ces sociétés plus vertueuses dans l'approche, dans la dynamique, plutôt que d'aller, courir vers une certification européenne qui va prendre du temps dans tous les cas. Donc, s'il y en a une, elle n'arrivera pas avant quelques années. Donc aujourd'hui, on a déjà un problème à gérer. Gérons-le, on aura des bonnes notes. Les outils, je pense, auront aussi évolué. Donc soyons patients et ayons des échanges vertueux comme on va faire, par exemple, avec Board of Cyber et le Césin, où, entre guillemets, on va plutôt collaborer ensemble plutôt que d'aller chercher l'arbitre européen qui n'arrivera pas avant des années. Merci. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on en est sur le cyberscore? Parce que je sais que c'est un petit peu l'arlésienne. Est-ce que... Dans le domaine, donc...
Et un point important, c'est a priori le cyberscore, ce sera plutôt un audit annuel, passif, et qui va regarder à la fois les éléments sécurité d'un site web, mais aussi la partie RGPD et autres, qui est toujours des bons points. Un point qui est important pour nous, c'est que nous, notre notation n'est jamais publique. On va jamais dire la notation de Schneider est ça, et c'est publié sur un site web. On nous a demandé plein de fois d'avoir des notations publiques. On essaie d'éviter. L'idée de cyberscore, je pense que c'était une très bonne idée au départ pour rassurer finalement le citoyen. Et finalement, si vous avez A, vous allez devenir un challenge pour tous les collégiens, lycéens, pour dire ah, ça vaut peut-être pas A. Et si vous êtes D, j'imagine que l'impact sur le business du site va être compliqué. Et donc en fait, et je pense qu'il y aura sûrement des procès derrière dans la foulée. Donc le sujet est extrêmement complexe. Encore une fois, je pense que c'est une bonne idée, c'est de réduire la symétrie. Est-ce que finalement, quand j'ai des dizaines je crois que ça commence à 25 millions d'utilisateurs, visiteurs uniques, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à WhatsApp, Telegram, Signal ou d'autres messageries? Voilà, c'est des éléments importants pour rassurer. Après, je pense que c'est compliqué à mettre en œuvre. Et je pense que le délai pour mettre en œuvre et le décalage fait que ça ne doit pas être si simple à mettre en œuvre. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou est-ce qu'on commence à prendre les questions de la salle et les questions en ligne? Je crois que Gilles a une question. Merci tout d'abord pour toutes vos interventions intéressantes et d'ailleurs complémentaires. Vous êtes assez alignés sur les deux objectifs, vérification du périmètre de la notation et implication de l'équipe cybersécurité interne de la société notée pour avoir une vision, on va dire, la plus précise, la vision externe la plus précise. S'agissant de la vision aussi du pirate informatique, la première, et notamment sans complicité interne, est-ce que vous craignez pas justement de faciliter la tâche du pirate informatique avec cette vision de plus en plus précise dans ces outils de rating qui sont assez accessibles malgré la souscription d'un abonnement? Je pense que le pirate, il voit déjà exactement la même chose. Alors l'interface est moins jolie, l'ergonomie est moins bienvenue, mais j'espère quand même. Mais en fait, cette information, on a la question souvent, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que quelqu'un pourrait rentrer dans cette information? Et voilà, mais en fait, notre notation, encore une fois, elle n'est pas publique. Vous pouvez pas venir commander et prendre la note de n'importe qui chez Board of Cyber. Et l'autre point, c'est que évidemment, ils le font déjà depuis très très longtemps. Et c'est plutôt dire, on a du rattrapage à faire par rapport aux hackers et dire, allons vite, parce que eux, ils le voient déjà depuis très très longtemps. Et c'est plutôt avoir une vigilance. Moi, je suis encore étonné d'avoir des RSSI de très grandes organisations qui disent, ah bon, on peut me voir de l'extérieur, on peut voir tout ça, on peut voir toutes ces informations. Quand c'est une petite PME, etc., ok, il y a cet effet de surprise. Mais même sur des grandes organisations, on dit, ah bon, vous pouvez voir comment j'ai configuré ma messagerie, si je patch mes mails invités, etc. Oui, moi je peux le voir, c'est que des données publiques, mais le pirate le voit aussi, et depuis très très longtemps. Après, je pense que le pirate, il a besoin aussi d'informations sur l'exploitabilité de certaines vulnérabilités. Je prends un exemple au hasard, les accès distants qui sont encore beaucoup attaqués aujourd'hui. Lui, sur les outils de rating, il n'y a pas le niveau de détail dont il a forcément besoin, et ces éléments, en fait, il peut les avoir assez facilement. Donc, je doute fortement qu'un pirate utilise ce genre d'outils aujourd'hui pour aller chercher de l'information. Je suis tout à fait en phase avec les participants de la table ronde, mais c'est quand même, je dirais, la question que vous avez posée est une question qui nous a été beaucoup remontée au César, parce qu'il y avait, je dirais, un fantasme comme quoi les Américains fournissaient les données à la NSA, quoi. Tout le monde est parti dans des complots incroyables. Les États, quand ils veulent avoir des infos, ils ont des infos à un niveau qui n'a strictement rien à voir. Et ce qui est remonté par les structures les solutions de rating, ce sont pas des vulnérabilités qui vont permettre un exploit immédiat, à moins de découvrir un composant où il y a du data leak, de l'information diffusée sur un composant qui est tellement troué que on peut se le taper directement. Et quelque part, si c'est, je dirais, visible à l'intérieur de cette solution, tous les hackers l'ont déjà. Et en allant sur certaines plateformes ouvertes, on va déjà le trouver. Donc quelque part, c'est une fausse excuse de se dire c'est pas juste, ça va être partagé. Les vrais attaquants l'ont déjà au niveau étatique, et les petits hackers, dans tous les cas, le trouveront assez facilement.
Donc c'est plutôt, je dirais, le fait que la société a changé de paradigme, n'attend pas, entre guillemets, de se faire attaquer, mais a une bonne hygiène de monitoring de sa surface d'attaque d'un point de vue ce qui est découvrable, et est capable de faire un arbitrage entre les vulnérabilités de pentest, des choses trouvées dans le cyber-hacking, et se dire je me concentre au bon endroit, sachant que des fois, c'est absolument pas les développeurs qui doivent corriger des findings des solutions de cyber-hacking, c'est plutôt les équipes réseau. Donc c'est un bon équilibre. Donc, pour moi, c'est une question qui a été beaucoup posée, qui a fait fantasmer, mais entre guillemets, il n'y a rien de particulièrement magique qui permettra à un État d'attaquer une société plutôt qu'une autre. Oui, moi, c'est plus un partage d'expérience et de réflexion plutôt qu'une série de questions. Au début, on a dit que les deux grandes marques citées avaient été très implantées parce qu'elles avaient beaucoup d'avance temporelle. En fait, non. Je pense que leur force, c'est qu'ils résonnent en écosystème et ils peuvent fonctionner à vide pendant des années jusqu'à atteindre une masse critique dont on peut plus dépêtrer. Et en plus, ils ont des pratiques de marketing qui consistent à envoyer le rapport au DG et dire « Ouh là là, vous avez un problème, si vous voulez, on peut vous rencontrer, on va vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas bon. » Ouais, et oui, j'ai vu des trucs, bon. Alors après, on peut pleurer, on peut, voilà. Après, il faut aussi que le CISO, le RSSI, quand il décide de réagir, pense à ce qu'il enclenche dans son entreprise. Alors, évidemment, enfin moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus à un moment, des équipes dévouées, passionnées de cybersécurité se disent oh ben on va les contacter, t'as vu, alors moi je travaille pour Crédit Agricole, du Maroc, c'est pas nous. Parce que ça s'appelle comme nous, mais c'est pas le Crédit Agricole. Et puis il y a des sites de phishing qui sont dans la liste et on dit il y a même pas de TLS dessus, allez hop, la note dégringole. Et quand on commence à dire on va les prévenir qu'ils se trompent, on les aide à asseoir leur hégémonie et à devenir incontournables. Donc il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir une stratégie. Bon, en ce qui me concerne, quand j'ai eu à en élaborer une, j'ai dit je laisse pour pouvoir dire à celui, y compris Marche, qui vient me voir avec un rapport BitSight, lui dire non mais vous avez vu ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, c'est comme si le guide Michelin jugeait des restaurants en regardant que la vitrine et en plus en regardant la vitrine du kebab d'à côté aussi. Donc c'est à peu près ça le niveau. Donc il faut faire des choix à un moment donné et il faut décider de rentrer dans un système ou pas. Après, j'ai aussi, à un moment, j'ai entendu qu'on comparait un peu Board of Cyber et ces produits-là. Moi, j'ai tendance à dire, alors j'ai beaucoup discuté avec Luc il y a quelques semaines, mais les deux produits en question et leurs équivalents, ce sont des senseurs. C'est-à-dire, ça tombe et après on se débat. Et un produit comme Board of Cyber, c'est un outil, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, je peux dire, moi, CISO, je vais centrer l'analyse sur mes sites transactionnels. Je vais centrer mon analyse sur les sites qui relèvent de mon statut d'OIV. Et on fait un vrai travail. Alors qu'avec les autres, on se bat pour faire reconnaître le fait que les Wi-Fi guests qu'on a en agence sont pas connectés au réseau et qu'il faut pas les compter dans l'addition. Et en plus, quand on sait même pas ce que ça va donner comme gain quand ça sera plus compté, et des fois ils vous disent non, on le compte. Donc je pense que ces deux philosophies radicalement différentes, c'est pas des produits à comparer. C'est d'un côté avec Board of Cyber et sans doute des équivalents, mais je connais que celui-là. Donc vous avez un outil de pilotage, un outil de gestion, d'amélioration progressive. Avec les autres, vous avez un coup de massue sur la tête. Et ça, il faut bien l'avoir. Et puis aider à perfectionner la massue, c'est pas toujours la meilleure idée. Voilà. Alors moi je suis assez d'accord avec vous. Alors le coup de massue, c'est peut-être un peu fort comme image, mais en tout cas c'est clair que il faut savoir dans quel environnement on évolue. Et après on adhère, on n'adhère pas, est-ce qu'on enrichit la machine ou pas? Ça c'est clairement un sujet. Mais en fait nous en tant que courtier en assurance,
Au tout début, j'étais un peu comme Franck, j'étais un peu perplexe par rapport à ces outils. Je me disais, bon, c'est pas hyper pertinent, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en préparant cette réunion, j'en parlais juste avant, quand on regarde les résultats d'il y a 4-5 ans, lorsque vraiment ça a explosé, et les résultats d'aujourd'hui, ces outils se sont considérablement améliorés. Il y a beaucoup moins de... Oui, enfin, l'environnement... Question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point n'est pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Je pense que, et vous avez raison, c'est de dire il faut être conscient que ça existe et il faut savoir se positionner par rapport à ça. Et donc, du coup, pour une société qui voudrait justement, qui veut pas rentrer dans ce jeu, etc., elle doit être consciente de comment elle va être perçue par des tiers, et donc déjà, en avance de phase, commencer à préparer des arguments pour dire, bon, si tu regardes tel ou tel outil, tu vas voir telle chose, mais sache que, voilà, il y a tel ou... Enfin, c'est pertinent ou pas pertinent. C'est là où il faut avoir une vision stratégique et se dire, OK, je rentre pas dans le jeu, je vais plutôt travailler avec tel type d'outil, je vais intégrer de la Surface Attack Management et puis je vais proposer à mon assureur une data room où il pourra venir voir les résultats de mes tests d'intrusion automatisés. Et il faut avoir vraiment une pensée globale, il faut pas juste prendre ces outils comme une espèce de tout. Et ou je sais pas, quand on a été audité par la BCE, on peut proposer à son assureur de consulter son rapport BCE en data room, ce que j'avais fait à l'époque. Vas-y. Je dirais, Gilles, il y a quelques années, comme le disait Larry, les outils étaient un peu folkloriques, voire très folkloriques. C'est un peu le modèle américain. On envoie quelque chose, du gros marketing, et on verra pour la qualité, je dirais après. Un des points qui a été soulevé dans le position paper du Césin et dans les réunions du Césin, c'était qu'on va qualifier la notation en reconnaissant le périmètre, et c'est pour ça que dans, je dirais, la charte du CLUSIF, on veut absolument avoir un label « j'ai bossé dessus, j'ai pas bossé dessus, je la reconnais pas ». Donc, si vous voulez regarder la note dans laquelle je ne reconnais rien, prenez-la et comparez-moi des choux et des carottes une fois de plus. Mais quelque part, il y a les faits. Et quand tu parles de stratégie, moi j'ai eu une stratégie où, entre guillemets, j'ai refusé pendant très longtemps de payer ces solutions, mais je demandais le rapport. Donc j'avais un outil de ASM gratuit, multi-solution, parce qu'on a toujours le droit, à travers son domaine name, de le recevoir, et on s'est bossé dessus. Du style, à malhonnête et demi, je vais utiliser ce que tu utilises pour noter, et c'est pour ça que dans la charte, on veut avoir le droit de remonter, je dirais, la confirmation des sites rapidement, parce qu'il y a une certaine, je dirais, un certain manque de réactivité de ces solutions américaines qui ne vont pas, entre guillemets, prendre un email du CISO en lui disant tel et tel, je dirais, IP, elles sont pas chez moi, parce que c'est le Crédit Agricole du Maroc, ça n'a aucun rapport, ça a été fait un peu à la va-vite, et vous l'enlevez immédiatement. Vous l'enlevez pas quand vous aurez le temps, vous n'aurez rien d'autre à faire. C'est là où, entre guillemets, il faut utiliser quelque part ce genre de solution à notre bénéfice, et comme tu dis, avoir une stratégie. Et moi, je considère souvent ces solutions de cyber-hacking un petit peu comme le Covid. On va vivre avec, elles vont nous mettre des notes, qu'on le veuille ou pas. Bah, le vaccin, c'est quelque part, il y a une plus-value parce qu'on va quand même avoir globalement une hygiène assez intéressante. Et je trouve que les pentests et compagnie, les bug bounty, c'est très intéressant, mais d'avoir quelque chose qui monitore en permanence la surface d'attaque. Et une fois qu'on a fait le travail de nettoyage, parce qu'il y a une phase de build où on nettoie, après on est dans le run, on voit des petites choses qui sont remontées. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on le priorise par rapport à d'autres vulnérabilités, mais quelque part, on rentre dans une autre démarche où on est en permanence, je dirais, informé, on arbitre et on n'attend pas d'avoir une attaque ou un pentest pour pouvoir le suivre ou noyer dans je dirais, des scanners massifs. Donc, je suis entièrement d'accord, il faut avoir une stratégie. Moi, j'avais une stratégie, je les utilisais à mon avantage. Donc, je bossais un peu pour eux, mais je bossais surtout pour moi à la fin. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur une approche un peu pas très éthique à l'origine chez eux. On essaye d'améliorer. Tout à fait. C'est bon. Après, je pense qu'il faut... en fait, faut réfléchir très cas d'usage par rapport au côté stratégique.
Le risque cyber, c'est le risque financier numéro 1. Et donc, d'un point de vue board, c'est comme ce côté risque financier qui est très important. Quand on regarde sur une assurance, c'est pas vraiment la rançon, c'est plutôt la perte d'exploitation qui coûte très très cher. Suivant que ce soit, j'ai envie d'être assuré, c'est un cas d'usage, mais je suis RSSI en groupe, je suis rarement le responsable hiérarchique des RSSI des différentes branches. D'avoir un outil comme ça, qui est un outil de fédération qui me permet, parce que quand on est le RSSI groupe, ben on est quand même responsable et on n'a pas obligatoirement la main sur les RSSI des différentes entités. Et la petite dernière entité qu'on vient d'acquérir, elle a peut-être pas obligatoirement le même niveau de posture. Ça permet d'associer, d'avoir quelque chose de transparent. Ça permet pour les fournisseurs. Tu travailles pour une banque, on fait de l'octroi de financement. Maintenant, c'est un risque financier. Alors, je sais qu'il y a le débat, on sait que c'est plus 60% des PME qui disparaissent. Il y a un très bel article là-dessus. Mais en fait, il y a quand même un risque financier pour surtout les petites entreprises. Si je suis une banque, je suis le Crédit Agricole, je prête 15 millions à une entreprise, je m'assure qu'elle va me rembourser. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Pour l'instant, on fait un questionnaire qui est du déclaratif, qui règle pas le problème là-dessus. Donc, tu peux commencer à faire du rating. On commence à le faire avec pas mal de banques. Une dans le giron du Crédit Agricole et qui on a offert la notation à 400 dirigeants de PME ETI, la banque en question, et ça permet de sensibiliser. Mais en fait, on va le voir, commissaire aux comptes, tu as une obligation de parler de tous les risques financiers, risque cyber, risque financier, ils sont obligés d'en parler. Alors, les commissaires aux comptes sont plus ou moins à l'aise pour en parler, et on voit qu'en fait, c'est tout d'un écosystème. Et l'idée pour moi, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça devient un sujet de board, parce que si je perds des deals, c'est ma direction commerciale qui va dire, je perds des deals parce que j'ai pas une bonne posture cyber. C'est le DAF qui dit, je suis plus assurable, je ne suis pas assuré, donc il y a un risque financier. Ça peut être aussi avec le commissaire aux comptes, ça peut être mes actionnaires. On travaille plus de 35 fonds de private equity qui investissent dans des PME, des ETI qui veulent monitorer le risque. Pareil, j'ai mis 20 millions de... Donc, en fait, tu as plein de cas d'usage. L'intérêt, c'est comment tu vas le gérer sur chacun des cas d'usage. Et tu vas avoir des histoires qui peuvent être très différentes. Nous, on est sur un système d'écosystème de confiance. C'est-à-dire que si tu prends la notation d'un fournisseur, on dit le fournisseur a accès, c'est ce qui est le plus important, c'est que tu as des recommandations, tu as intérêt qu'il puisse agir. Tu pourras même travailler sur un carton et travailler avec toi là-dessus pour réduire la symétrie, mais quelque chose qui est très ouvert. Et pareil, d'une façon générale, pour les banques, les fournisseurs, les assureurs, etc. Donc, on a plein de cas d'usage. L'idée, c'est de, soit tu le subis, de toute façon, quelqu'un va t'évaluer, soit tu te l'appropries, ça devient quasiment un avantage compétitif. Et à la fin, il faut quand même se rappeler, c'est que cette vision vue de l'extérieur de ton système d'information, c'est quand même quelque chose d'assez critique. Et donc, on va relever un certain nombre de points pour réduire ton risque cyber, qui est comme le sujet comme le numéro 1 à la fin. Moi, si je peux me permettre 2 remarques. Le premier, c'est qu'en fait, on a l'impression, enfin là, c'est plus par rapport aux discussions, on est dans un cercle vicieux. Si on reparle de l'utilisation de ces outils pour l'assurance, en tout cas, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les assureurs l'utilisent parce que c'est plus rapide. Du coup, nous, on l'utilise pour avoir la même note parce qu'on veut cette vision. Les courtiers l'utilisent pour ceux qui veulent avoir un contrat d'assurance l'utilisent pour le même sujet. Et donc, en fait, l'idée, c'est juste que l'écosystème doit trouver une autre solution parce que tant qu'on est dans ce cercle vicieux, on a du mal à en sortir. Et la deuxième remarque, je reviens, je suis fervent défenseur des petites et moyennes structures, c'est que elles, en fait, vous parliez tout à l'heure d'une data room, de présenter des résultats, pentest, enfin, corréler un peu tout ce qu'on est capable de faire en termes d'audit avec cette note, etc. C'est plus compliqué pour des petites et moyennes structures qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas la compétence parfois. Et donc là, il y a aussi une solution, alors peut-être du même ordre ou en dégradé ou en tout cas quelque chose à trouver pour présenter aussi des dossiers rapidement sans être obligé de passer par ce genre d'outils si vraiment on veut sortir de ce cercle vicieux, quoi. C'est pour ça qu'on parlait des KPI techniques, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, il faut pouvoir contrebalancer et d'avoir des structures qui sont capables de dire j'ai tant de pourcents de MFA, tant de pourcents de DR et compagnie. Déjà, c'est un engagement volontaire. C'est toi qui envoies la donnée, je dirais, à la contrepartie. Donc, il y a quand même un engagement autre que quelque chose t'as noté. Et ça va être un autre faisceau dans l'ensemble des outils à la disposition soit d'un assureur, soit d'une société qui va souscrire auprès d'une société qui va lui rendre un service. C'est là où il faut que le ciseau puisse avoir un équilibre. Et les KPI techniques, c'est une dimension qui va sortir de ce système externe d'un assessment ou d'un audit ou d'un questionnaire assureur une fois par an, d'un cyber-rating une fois par mois avec beaucoup de choses floues et obscures. Là, ça sera la société donne quelque chose sur un certain nombre de points assez facile et qui lui coûterait normalement pas trop de temps si on reste tous concentrés sur le même format.
Merci à tous pour ces échanges très riches. Merci au public également pour ces interventions. Donc le prochain rendez-vous au niveau des débats InCyber, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Ça sera également ici le 18 janvier, même horaire. Sujet assez différent parce qu'on va beaucoup parler du modèle économique des CISORT régionaux, leur articulation avec des acteurs comme cybermalveillance, ou encore les campus cyber territoriaux. Et puis ensuite, on entrera dans la dernière ligne droite avant le Forum InCyber, puisque cette année, ça a lieu toujours à Lille, fin mars. Merci à tous. Écoutez, simplement, je voudrais remercier les intervenants, vous remercier Charles d'avoir animé. C'est un sujet que nous avons traité ce matin qui montre que rien n'est fini et il y a beaucoup de travail à faire, et notamment j'ai noté la notion de relativité, parce que relativité, comparer ce qui est comparable, et je pense que ça fait partie des sujets tout à fait intéressants pour nous. Je voudrais excuser Caroline Fayet qui devait être présente. Si vous pouvez me passer le slide pour montrer son ouvrage. Elle a eu un empêchement de dernière minute, donc ce sera partie remise. Son ouvrage Web3, la nouvelle guerre digitale, a été publié chez Duno, et donc elle a reçu le prix du livre FIC en 2023. Voilà, merci, et on vous donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine. On vous souhaite de très belles fêtes de Noël et de Nouvel An. Demandez au Père Noël des trains électriques, des jouets en bois, des poupées Barbie, et surtout, si on vous offre un outil cyber, exigez un cyber rating correct. Sinon, vous refusez et vous renvoyez par la cheminée. Chers amis, à l'année prochaine, pour un FIC notamment sur l'IA, et vous voyez qu'avec l'actualité sur l'IA Act, eh bien, je pense que notre forum de mars sera en plein dans le cœur du sujet, et donc je suis certain que nous serons plus que 16 000, c'était en 2023. Là, je pense qu'on va vers 20 000 et vous serez présents parmi nous. En tout cas, 18 janvier, on a noté. C'est l'année prochaine, mais c'est dans bientôt. Merci à toutes.